Bonjour à tous, on va donc débuter pour cet atelier sur Matomo et donc pour la visite startup, il suffit de suivre Laurent Pierre, il n'a pas son petit chapeau mais il est juste sur la droite. N'hésitez pas à vous rapprocher au milieu, c'est une configuration assez spéciale ce matin. Et donc, enchantée à tous de vous accueillir. Je suis là pour introduire cet atelier auprès de Arnaud Morillon, donc de Think My Web, qui va ce matin vous parler du fameux dilemme entre Google Analytics et Matomo. Donc, ça sera un atelier pratique où on va essayer de mettre un petit peu les mains dans le cambouis de cet outil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'ai un micro, tous les ateliers sont enregistrés et filmés. Je vous demanderai juste de me faire signe pour vous passer le micro pour pouvoir poser les questions et on se réservera un petit temps à la fin. Est-ce que c'est OK pour vous? Vous êtes bien installés? Ça va? En plus, vous avez de la chance. Vous êtes dans un atelier, vous avez le café juste à côté. Et ça, croyez-moi, c'est plutôt rare pour un jeudi matin. Donc, vous pouvez vous estimer heureux. Alors, si tout le monde est prêt, on va démarrer cet atelier. Donc, Arnaud, je vais te laisser te présenter rapidement et puis nous introduire cette thématique. Parfait, merci beaucoup Sophie. Bonjour à tous, merci d'être là, malgré le lendemain de soirée un peu difficile pour certains, j'imagine. Mais n'hésitez pas à aller prendre du café si jamais à un moment donné vous sombrez. Donc moi je suis Arnaud donc, de Think My Web. Je suis Creative Technologist chez Think My Web. C'est un terme un peu pompeux qui veut tout et rien dire. Mais globalement je fais le lien entre la stratégie et l'opérationnel. J'essaye de faire en sorte que les stratégies digitales qui sont imaginées au sein de Think My Web soient bien mises en application et qu'on aille vraiment au bout des choses. Et donc aujourd'hui, on va se parler de Matomo. Donc je ne sais pas déjà, peut-être qu'on peut faire un petit sondage à main levée. Qui utilise déjà Matomo parmi vous? Ok, il y en a quelques-uns, mais vous n'êtes pas très très nombreux. Et les autres, du coup, j'imagine que vous utilisez Google Analytics. Levez la main si vous utilisez Google Analytics. Ok, donc tout le monde, c'est parfait. C'est parti. Je vais vous faire découvrir donc aujourd'hui Matomo et mon but, j'ai aucun intérêt à vous faire adhérer à Matomo, enfin en tout cas aucun intérêt financier à le faire, mais j'espère que vous allez sortir de là en vous disant que c'est quand même un bel outil et qu'il y a des réels intérêts à s'y mettre. Donc la présentation, on l'a découpée en trois grandes parties. Une première partie, on va recontextualiser, on va se poser la question tout simplement de pourquoi on en est arrivé là. Comme on l'a vu, Google Analytics occupe une position de monopole ou de quasi-monopole. Mais malgré tout, il y a un contexte qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de s'intéresser à d'autres outils, et notamment le RGPD. On va se parler un petit peu du RGPD. Ensuite, on va rentrer dans le dur. Je vais vous présenter l'outil, les principaux avantages de l'outil et les inconvénients, parce qu'il y a quand même quelques inconvénients. Et je vais vous faire une petite live démo. Je vais vous montrer l'outil concrètement, ce à quoi il ressemble. Et ensuite, une petite ouverture où je vais vous présenter différents niveaux d'usage. Matomo, c'est un outil de collecte statistique, donc il va permettre d'aller agréger des données comme le fait Google Analytics. Mais après, avec ces données qui sont collectées, on peut aller beaucoup plus loin et on peut faire tout un tas de choses. Et j'essaierai de vous montrer tout ça rapidement. Donc c'est parti pour la recontextualisation. Donc première question, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on fait de l'analyse statistique? Donc je repars d'assez loin, mais je voulais quand même qu'on parte sur des bases communes. Donc une petite illustration de la data analytics versus la data vis. Souvent, c'est deux notions qui sont un peu mélangées. La data analytics, donc c'est ce sur quoi on va discuter aujourd'hui, c'est l'analyse de données. Ça consiste à examiner les données et à en extraire un ensemble d'informations qui vont vous aider à prendre les meilleures décisions à l'instant T. La data vis ou data visualisation, ça permet de communiquer les informations et de les représenter de telle façon à ce qu'elles soient facilement compréhensibles instantanément. Donc voilà, l'exemple typique, c'est la petite carte de France avec l'utilisation de l'expression chocolatine versus pain au chocolat. Donc a priori, à la pause café, si vous voulez un pain au chocolat, dites plutôt chocolatine, sinon vous n'allez pas être compris. Donc l'analyse de données, si on vient à ça, donc à quoi ça sert? Ça sert tout d'abord à comprendre son audience, en fait, pourquoi on installe des Google Analytics, des Matomo, etc. sur son site web. L'objectif premier, c'est de comprendre ce qui se passe sur le site. En fait, sans ces outils, on n'aurait aucune visibilité sur le volume de trafic, les pages les plus consultées, etc. Donc c'est vraiment l'idée première de ces outils. Ils vont permettre également de tenter d'améliorer les dispositifs, d'améliorer vos sites web et de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Quand on fait de l'analyse de données,
on en ressort très rapidement des données quantitatives qui permettent de savoir globalement si le site va bien, si le trafic est plutôt en hausse, en baisse, etc. Mais quand on fait une analyse un peu plus fine, on peut observer des comportements, on peut déduire des choses et du coup essayer de sans cesse améliorer son site web. Ensuite, l'analyse de données peut également vous servir à communiquer des résultats, que ce soit en interne ou en externe, auprès de vos partenaires, des professionnels notamment. Et enfin, ça peut vous aider à prendre des décisions. Et du coup, comment on fait en tout cas, comment on a fait avant le RGPD. Donc jusqu'à très récemment, l'analyse de données, c'était un peu l'Eldorado. Tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait. Il n'y avait pas d'encadrement législatif précis. C'était très peu encadré. Alors il y a la loi informatique et liberté de 1978 qui définissait que l'informatique doit être au service de chaque citoyen et que l'informatique ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Donc voilà, c'était une très jolie phrase, mais ça voulait tout et rien dire. Et du coup, tout le monde s'est mis à collecter un ensemble de statistiques à l'aide d'outils tels que Google Analytics, qui du coup s'est retrouvé dans un quasi-monopole. Et ensuite, la donnée collectée, chacun faisait un peu ce qu'il voulait avec. Et donc, il y a quelques années, en avril 2016 très précisément, le RGPD est arrivé et s'est mis à encadrer les choses. Donc le RGPD, c'est l'aboutissement de nombreuses années de réflexion, notamment à l'échelle européenne, avec la directive e-privacy qui est un peu plus ancienne, qui date de 2002, qui avait été amendée en 2008. Enfin bref, c'est une longue réflexion. Et finalement, c'est l'aboutissement d'une réflexion à l'échelle de l'Europe sur l'importance finalement d'encadrer un peu tout ce qui était fait. Parce qu'à un moment donné, c'était pas forcément très éthique. On collectait tellement de données, on savait exactement ce que faisaient les internautes. Enfin, il n'y avait vraiment aucune limite. Et du coup, il a fallu encadrer un peu tout ça. Et donc, globalement, le RGPD, sur les sites web, quels sont les impacts? Donc, il vient encadrer la collecte et le traitement des données personnelles. Il faut savoir qu'il est applicable à l'ensemble des organisations sur le sol de l'Union européenne, mais également, il encadre également les organisations qui s'adressent à des citoyens européens, donc même une organisation, une entreprise américaine par exemple, qui va avoir un site web destiné au marché européen, il va être soumis au RGPD. Et si on ne respecte pas le RGPD, il y a des sanctions qui sont applicables. Très récemment, il y a Infogreffe qui s'est fait épingler et qui a payé une amende de 250 000 euros. Donc voilà. Donc, en 2016, quand le RGPD a été appliqué, ça n'a pas trop fait trembler. Les gens continuent à vivre à peu près normalement. Mais petit à petit, et notamment parce que la CNIL s'est emparée du sujet, on s'est rendu compte que malgré tout, il fallait faire quelque chose, sinon on allait finir par se faire rattraper par la police. Du coup, comment on fait finalement pour continuer à faire de l'analyse de données avec le RGPD? Donc très concrètement, le RGPD, par rapport à votre site web et à la récolte statistique, il encadre, il y a 3 volets de mise en application. Il encadre la finalité de traitement, donc les données collectées doivent être restreintes à la mesure d'audience du site web et elles doivent impérativement être anonymisées. Ça, c'est un point fondamental du RGPD. Il définit également un ensemble de droits des utilisateurs, notamment quelque chose dont vous avez dû entendre parler, qui est le recueil de consentement, qui fait suite du coup, suite au recueil de consentement, on a mis en place les fameux bandeaux cookies un peu partout sur tous les sites web. C'est justement pour obtenir le consentement de l'internaute et pouvoir aller intégrer les scripts de mesure d'audience comme Google Analytics par exemple. Les utilisateurs ont également le droit d'avoir accès aux données qui sont collectées. Donc ça, aujourd'hui, même encore aujourd'hui, c'est pas possible avec Google Analytics, en tout cas dans sa version 3. Et il a le droit de demander la suppression des données collectées également. Et enfin, il y a un dernier point qui est important, c'est sur le stockage de données. Les données qui sont collectées doivent impérativement être stockées en Europe et doivent être conservées dans une durée limitée. Donc pour une base active de données, c'est 2 ans. Donc tout ça, c'est pas du tout compatible avec Google Analytics. Et du coup, aujourd'hui, on ne peut plus injecter Google Analytics par défaut sur notre site web. On est obligé d'obtenir le consentement de l'internaute par le biais du bandeau des cookies. Donc voilà, donc le RGPD est arrivé. Et nous, qu'est-ce qu'on a vu? On a mis en place le bandeau des cookies. On a fait mettre en place le bandeau des cookies sur le site de nos clients. Et en moyenne, ça a fait chuter la collecte statistique de 40 à 60%. Voilà, c'est une moyenne, mais globalement, dans l'industrie du tourisme, c'est ce qu'on constate. Donc avant le RGPD, on voyait globalement tout ce qui se passait sur notre site web. Une fois qu'on se met en règle vis-à-vis du RGPD, on ne voit plus que la moitié des internautes.
Donc pour ensuite faire, quand on fait de la collecte statistique et qu'on ne voit que 50% des choses qui se passent sur son site web, ça devient un peu gênant pour en tirer des conclusions et prendre des décisions. Du coup, on a cherché des alternatives, des solutions pour sortir un peu de tout ça. Et on s'est finalement intéressé assez rapidement à Matomo. Donc, il y a un outil de mesure d'audience comme les Google Analytics, qui est une solution qui est recommandée par la CNIL. Donc la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui sont les responsables de la mise en application du RGPD en France. Et la CNIL, finalement, nous a rassurés sur un point, en précisant que Matomo était un outil RGPD compliant. En fait, Matomo intègre par défaut plusieurs grandes notions qui correspondent exactement aux contraintes listées par le RGPD. Donc notamment l'anonymisation des données par défaut. L'ensemble des données collectées par le biais de Matomo sont anonymisées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... l'ensemble des IP qui sont collectés sont anonymisés. Donc un internaute qui navigue sur votre site web, on va savoir ce qu'il fait, on va savoir de quelle page à quelle page il passe. Mais par contre, on n'aura pas son IP, du coup on ne pourra pas savoir exactement qui c'est, le retrouver potentiellement. Enfin voilà, il y a une notion d'anonymisation qui est assez forte. Dans Matomo, il y a également un manager RGPD qui est intégré à l'outil, qui va permettre d'effectuer quelques réglages sur la façon dont fonctionne la récolte statistique. Ça, c'est très pratique, notamment parce que les critères et les contraintes évoluent au fil du temps. Et donc, potentiellement, il y a des choses à ajuster. Par exemple, sur la rétention des données, au début, ce n'était pas très clair. Puis finalement, ça a été précisé. On est sur une rétention de données de 2 ans. Et voilà. Et le manager RGPD, du coup, va permettre d'aller effectuer ces réglages et d'être en règle vis-à-vis du RGPD. Un autre point super important, c'est que Matomo vous permet d'auto-héberger les données qui sont collectées ou de garantir un hébergement au sein de l'Union européenne. Matomo, on va le voir un peu plus tard, il y a deux façons de l'installer sur votre site web. Soit vous l'installez vous-même sur vos serveurs, enfin, vous demandez à votre agence de l'installer sur vos serveurs, soit vous souscrivez une option, une licence qui est payante, et du coup c'est un peu comme sur Google Analytics, vous créez un compte et vous pouvez directement utiliser Matomo. Auquel cas c'est Matomo qui est en charge de l'hébergement des données, mais ils vous garantissent que ça sera fait au sein de l'Union européenne. Et même quand on est dans ce mode de fonctionnement-là, c'est vous qui restez propriétaire à 100% des données qui sont collectées. Ça, c'est un point qui est super important et c'est vraiment la différence fondamentale avec Google Analytics. Google Analytics, c'est un outil qui fonctionne très bien, mais qui est gratuit. Et s'il est gratuit, c'est qu'il y a une raison, c'est que l'ensemble de la donnée qui est collectée, il la réexploite. Il ne se contente pas juste de vous donner l'outil et de vous laisser regarder ce qui se passe sur votre site web. Eux, ils vont exploiter cette donnée pour faire du retargeting publicitaire, par exemple. Enfin, voilà. En tout cas, ils exploitent la donnée et finalement, vous, en utilisant l'outil, vous leur donnez ce droit. Alors qu'avec Matomo, l'ensemble des données qui sont collectées, personne ne va les réexploiter sans votre consentement en tout cas. L'outil permet également, ouvre tout un tas de droits vis-à-vis de l'utilisateur, notamment de refuser la collecte de données. Donc le script Matomo, on va l'intégrer par défaut sur le site web. Comme il est RGPD compliant, on n'est pas obligé d'attendre que l'internaute clique sur le bouton « J'accepte le dépôt des cookies », on va l'intégrer par défaut. Mais malgré tout, à n'importe quel moment, l'internaute pourra aller à un endroit, en général c'est dans le footer, on met un lien qui permet à l'internaute de refuser la collecte de données. Ensuite, l'outil permet de visualiser les données connectées et d'exiger la suppression des données. Et ça, c'est géré nativement par l'outil, contrairement à Google Analytics. Et donc finalement, le point positif, c'est qu'on revient à une collecte statistique de 100% ou quasiment 100%, parce qu'on peut avoir quelques internautes qui du coup finalement refusent d'être suivis. Mais ça suppose quelques réglages. Par défaut, l'installation par défaut de Matomo n'est pas parfaite, n'est pas complètement RGPD compliant. Et du coup, la CNIL a émis un guide assez précis qui vous guide dans la configuration de l'outil et vous permet de le mettre en règle vis-à-vis du RGPD. Donc là, je vous ai mis un QR code, mais c'est peut-être pas la façon la plus pratique. Vous pouvez essayer, je ne sais pas si ça va fonctionner. Mais sinon, si vous tapez guide de configuration Matomo CNIL, je pense que vous allez facilement tomber dessus. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le dur de l'outil. Et je vais vous lister les principales fonctionnalités de l'outil avant de vraiment vous le montrer en live. Donc globalement, c'est un outil, alors si vous ne l'avez jamais utilisé, c'est pas très lisible, je ne sais pas si vous voyez bien.
J'espère qu'on verra mieux tout à l'heure quand je serai dessus. C'est un outil qui reprend les principaux standards d'outils de collecte statistique. Donc, il va collecter l'ensemble des données relatives aux canaux d'acquisition, de performance des contenus, donc le nombre de vues, le temps passé sur la page, etc. Il collecte également un ensemble de données techniques, le temps de chargement, le device, donc est-ce que mes internautes sont sur mobile, sur desktop, sur tablette, est-ce que sur quel navigateur ils sont, sur quel OS ils sont, est-ce qu'ils sont sur un Mac, sur un PC, etc. Bref, il collecte un ensemble de données qui est finalement assez similaire que ce qui est fait sur Google Analytics. D'ailleurs, à ce propos, la structuration de base, donc le modèle de données posé par Matomo est très similaire au modèle de données Google Analytics dans sa version 3. D'ailleurs, ça me permet de faire une toute petite aparté, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une grosse évolution en cours du côté de Google Analytics. On est en train de passer sur la version 4. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme. Google a complètement changé sa façon de faire vis-à-vis de la collecte de données. Et Google Analytics 3 va arrêter de fonctionner là en juillet 2023. Donc ça arrive relativement vite. Donc si pour l'instant vous n'avez pas fait la migration sur Google Analytics 4, il faut commencer à s'y intéresser quand même parce que bientôt Google va tout couper. Et donc je parlais de ça parce que je parlais de la structuration de la base. Donc on a un modèle de données qui est quasiment similaire et ça permet notamment si vous exploitez aujourd'hui les données Google Analytics en dehors de l'outil, donc par exemple pour alimenter des tableaux de bord par le biais d'export CSV ou si directement vous interrogez les API, enfin j'en sais rien. En tout cas, si vous exploitez la donnée Google Analytics en dehors de l'outil, vous allez pouvoir continuer à le faire assez facilement en switchant sur Matomo. Matomo propose également un système de tag management intégré. Donc le tag management, c'est un service qui va vous permettre de rajouter ou de supprimer des scripts de suivi d'outils tiers. Par exemple, souvent quand on met en place des campagnes Facebook, on nous demande d'installer un pixel Facebook pour que Facebook puisse avoir la remontée de data et puisse vous dire si la campagne fonctionne ou non. Et jusqu'à il y a quelques années, quand on voulait installer ce type de service, ce script supplémentaire, on était obligé de passer par des développeurs, leur demander d'ajouter le script sur le site web. Mais du coup, il y a des outils de tag management qui sont arrivés, notamment Google Tag Manager, qui est le plus connu, encore un outil de Google. Et Matomo propose le pendant de Google Tag Manager, qui est un outil qui fonctionne assez bien. Après, malgré tout, même si vous switchez sur Matomo, vous pouvez continuer à utiliser Google Tag Manager. Nous, c'est ce qu'on fait. Google Tag Manager, en soi, il collecte pas du tout de données, c'est juste de l'intermédiation. Il va vous permettre d'injecter un ensemble de services. Du coup, il reste RGPD compliant, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, pour injecter les services qui vont aller collecter de la donnée, il faudra pour le coup obtenir le consentement de l'internaute en général. Ensuite, une des spécificités de Matomo, c'est que donc on a un tronc commun qui est proposé, qui reprend globalement 80% des fonctionnalités de Google Analytics. Mais après, on fonctionne avec des plugins. Donc, il y a un ensemble de plugins disponibles. C'est des plugins qui sont payants si vous êtes sur la version auto-hébergée. Donc, si vous hébergez vous-même, si vous avez installé vous-même Matomo sur un serveur, pour chacun de ces plugins, il va falloir payer une licence annuelle. Après, si vous êtes sur la formule Matomo Cloud, pour le coup, tout est inclus par défaut. Donc, ces plugins, ça va permettre de faire de la carte de chaleur, de l'A/B testing, de l'analyse de formulaire, etc. Il y a vraiment pas mal, je crois qu'il y a une centaine de plugins disponibles. Nous, on en utilise 2 ou 3. En général, c'est suffisant, mais voilà. Et encore une fois, pour faire ce genre de choses, on peut continuer à utiliser des outils tiers. Par exemple, pour faire de la carte de chaleur, on peut continuer à utiliser Hotjar. Pour faire de l'A/B testing, on peut continuer à utiliser Google Optimize. C'est pas du tout le fait d'utiliser Matomo pour faire la partie collecte statistique, c'est pas contraignant vis-à-vis de ces outils. Vous pouvez continuer à fonctionner comme vous le faites actuellement. Et donc Matomo a tout un tas d'avantages, mais il y a aussi quelques points noirs. Le premier truc qui saute aux yeux quand on commence à utiliser l'outil, et en général, du coup les gens s'arrêtent là, c'est que l'interface est plutôt austère et assez peu intuitive. Google Analytics, c'est un produit qui est très mature, qui a évolué au fil des années et qu'on connaît bien en fait. Quand on est sur l'analyse stat depuis des années, on a appris à le connaître et on retrouve très facilement les infos qu'on cherche. Là, le fait de switcher d'outils et en plus d'être sur une interface avec une ergonomie qui est un peu vieillotte, au début, ça peut être un peu compliqué à appréhender.
Un point qui peut être également déstabilisant, c'est que le lexique sémantique varie un peu. Donc, dans Google Analytics, on a appris tout un tas de termes spécifiques, notamment sur Google Analytics, on parle de session. Sur Matomo, on va parler de visite. Donc, c'est des tout petits changements. Ça peut paraître bête, mais du coup, quand on fait de l'analyse stat et que c'est notre quotidien, c'est assez perturbant parce que finalement, le référentiel de mots qu'on utilise n'est plus le même. Et du coup, il faut se réapproprier un nouveau référentiel. Et ensuite, il y a un point qui est pour le coup un peu plus gênant. Quand on cherche à aller un peu plus loin dans l'analyse de données, notamment de faire des segments, faire du croisement de données, etc., Matomo commence à poser quelques limites. Il y a des choses qui ne sont pas faisables. Parfois, on ne peut pas aller aussi loin que sur Google Analytics. Et parfois, ça fait même planter l'outil. Ça arrive notamment quand on est sur des sites avec des volumétries de trafic importantes, quand on cherche à aller faire du croisement statistique sur des plages de données importantes. Donc, par exemple, je ne sais pas si je veux comparer un segment de visite sur l'année N versus N-1. Quand je suis sur des sites où il y a des milliers et des millions de visites, Matomo peine un peu à traiter la donnée et parfois crache complètement. Enfin, même quand on est sur des gros sites, ça arrive relativement souvent. Donc ça, c'est vraiment le point noir. Après, il y a des solutions de contournement, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc voilà pour la théorie. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un tour rapide du propriétaire. Donc je vais vous montrer une instance de Matomo en live. J'espère que mon Wi-Fi va être suffisant. Je vais juste boire un peu d'eau. Est-ce que ça va pour l'instant au niveau de l'explication? Ouais. On a commencé à en convaincre? Vous l'aurez compris, l'importance aussi de Matomo et ce qu'a mentionné Arnaud, c'est que ce n'est pas Matomo ou Google ou les outils que vous utilisez, mais que ça peut venir en complément et ça peut venir s'agrémenter avec pas mal d'autres outils. Hop là, comme ça sera mieux. Donc voilà la bête. Donc là, on est sur une instance de Matomo d'un client privé, rien à voir avec le tourisme. J'ai volontairement pris un client neutre. Hop, je vais le mettre en plein écran. Donc ça, c'est le tableau de bord. Quand on arrive sur Matomo et qu'on se connecte, on arrive sur cette page-là. Comme on l'a sur Google Analytics. Ce tableau de bord, il est paramétrable, exactement comme sur Google Analytics. Donc on est sur un système de widgets qu'on peut à loisir modifier, supprimer. Donc si vous voulez en un coup d'œil voir exactement le set de données qui vous intéresse, voilà, c'est paramétrable. Si jamais vous l'avez fait sur Google Analytics, ça sera également faisable sur Matomo de la même façon. Ensuite, on retrouve à peu près le même système d'un point de vue purement interface, le même système de navigation que sur Google Analytics. On a ici une barre de menu qui va nous permettre d'aller explorer un certain nombre d'écrans. Et là, je vous disais, tout à l'heure, je vous parlais de lexique qui varie entre Matomo et Google Analytics. Et là, on est en plein dedans. Sur Analytics, donc là, on est sur l'écran d'accueil, voilà, qui avait été paramétré ici. Et ensuite, je rentre dans mon audience. Hop, donc ça, c'est les écrans pour le coup que vous connaissez. Sur Matomo, l'audience, ils appellent ça visiteur, mais globalement, ça fait exactement la même chose. Si je rentre dedans, j'ai des graphes de session, hop, j'ai des stats additionnelles qui se chargent en dessous. Donc je ne sais pas si c'est très lisible, je pense que c'est un peu petit, mais globalement, ce qu'on voit ici, c'est du volume de trafic, donc un nombre de visites, un nombre de visiteurs uniques, une durée moyenne de session, donc je peux cliquer dessus, ça va me faire varier mon graphe en haut. Le taux de rebond, ici ils appellent ça les visiteurs ayant survolé le site. Le nombre d'actions par visite, donc ça c'est une notion qui est particulière à Matomo. Sur Analytics, on parle plutôt de nombre de pages vues par session. Sur Matomo, ils font la somme des pages vues et des interactions avec le site, notamment les téléchargements, les liens sortants et l'utilisation de la recherche interne. Et voilà, je ne vais pas vous détailler l'ensemble des stats qui sont disponibles, mais globalement, et après on a à l'intérieur de l'écran visiteur, on a des notions de provenance géographique comme on l'a sur Google Analytics, avec une vue soit par pays, soit je peux rentrer à l'intérieur d'un pays et avoir des stats à l'échelle d'une région ou même d'un département, d'une ville, etc. Sachant que ça, c'est des stats, si vous avez en général dans le tourisme, la part d'audience mobile est super importante. Il faut savoir que ces statistiques sur mobile, elles sont très peu fiables. Nous, on ne vous conseille pas de trop vous baser dessus. Mais bon, en tout cas, l'info est collectée sur Matomo comme elle l'est sur Google Analytics. On voit sur quel type de device
enfin, quels sont les devices utilisés par les internautes qui naviguent sur mon site web, donc les téléphones intelligents, les smartphones, le desktop, les phablettes, les tablettes, etc. Bref, j'ai ma répartition du trafic comme je l'ai sur Google Analytics, à la fois sur le type de périphérique, le modèle, donc là c'est du détail finalement des outils qui sont utilisés, la résolution d'écran, ça c'est un point qui peut être important, et ainsi de suite. Je ne vais pas détailler l'ensemble des écrans, ce n'est pas l'objectif, hein, mais je voulais quand même vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Après, on a une seconde grande brique qui est la partie comportement. Je crois que dans Analytics, ça s'appelle également comportement d'ailleurs. Ouais. Donc pour le coup, ils sont restés sur le même, le même mot. Donc là, on a la vue de l'ensemble des sessions réparties par page. Donc ça permet de voir quelles sont les pages les plus consultées sur mon site web. Par défaut, un truc qui peut être assez perturbant, et ça, si on ne sait pas que ça se configure, enfin nous on a mis 2 ou 3 semaines à le découvrir. Par défaut, Matomo vous présente un listing de pages qui ressemble à ça. C'est-à-dire qu'en fait, il va vous rassembler les pages selon les passes de l'URL. Donc par exemple, si toutes les pages de votre site web sont dans un dossier /fr, si par exemple vous avez des versions, comme c'est le cas ici, si c'est un site avec plusieurs versions linguistiques, et en fait l'ensemble des pages fr sont sous le /fr, l'ensemble des pages en sous le /en, etc. Et du coup, par défaut, Matomo rassemble les pages dans un gros paquet. Et en fait, si on veut aller chercher une page en particulier, on est obligé de déplier ces petits paquets. Et ça, quand on fait de l'analyse stat, c'est juste pas possible. Et en fait, globalement, ça joue, c'est juste une histoire d'affichage. On a une petite option ici qui nous permet normalement d'aplatir la vue et de retrouver ce qu'on a l'habitude de voir sur Google Analytics, donc les pages listées par défaut par le nombre de visites. Enfin ici par le nombre d'entrées d'ailleurs, parce que je suis sur page d'entrée. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer, mais globalement, on retrouve à peu près les mêmes entrées que sur Google Analytics. Pareil au niveau de l'acquisition, on a la répartition des visites par canaux notamment. Hop, si je vais dessus. Ah, un petit cas de figure de Matomo qui rame, non c'est bon. Après c'est peut-être le Wi-Fi aussi qui parfois... Ouais, c'est peut-être le Wi-Fi. Ouais. Voilà, pour le coup on est sur un site, volontairement j'ai pris un site où on n'avait pas un set de données trop important. Donc globalement là ça fonctionne bien. Donc voilà, là on voit le type de canaux qui permettent d'arriver sur le site web, donc les moteurs de recherche, les entrées directes, les campagnes, le referral, etc., les réseaux sociaux. Donc globalement, on va vraiment retrouver, si vous avez l'habitude d'utiliser Google Analytics et que vous commencez un peu à rentrer dans Matomo et à explorer ce petit menu, vous allez retrouver à peu près toutes les infos que vous avez dans Google Analytics. C'est juste que parfois, ça n'est pas rangé tout à fait de la même façon, c'est pas tout à fait le même libellé. Et du coup, comme on a l'habitude d'utiliser Google Analytics depuis des années, au début, c'est un peu perturbant. Et très vite, on peut se dire, non, c'est nul, l'interface, elle est un peu, c'est écrit en tout petit, je ne m'y retrouve pas. Mais bon, il faut s'accrocher un peu au début, mais après, très vite, on retrouve des réflexes et en fait, on se rend compte que finalement, c'est pas si terrible et on peut tout à fait continuer à faire de l'analyse stat sur cet outil, quoi. Voilà, après un truc qui est important si jamais vous avez plusieurs sites sur Google Analytics, on a une notion de compte, de propriété et de vue. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces notions, mais globalement, en général, on a une propriété par site web et après on crée des vues soit par version linguistique, soit on paramétrait des vues un peu comme on voulait. Sur Matomo, on n'a pas exactement le même regroupement. On a une notion de site. Alors, je vais essayer d'aller dessus, mais je crois qu'ici, on n'en a qu'un seul. Ouais, c'est ça. Donc là, on est sur un cas de figure où mon client n'a qu'un seul site, mais voilà, s'il en avait plusieurs, il serait listé ici. Et par contre, on n'a pas du tout cette notion de vue. On ne peut pas créer par défaut des segments de données sur la base, par exemple, de la langue ou quel que soit le type de segment. Ça, pour le coup, ça n'existe pas. Par contre, ça, je peux le retrouver. Hop là, si je retourne, par exemple, ici, dans la liste des pages, j'ai quand même une notion de segment ici. Je vais pouvoir aller créer des segments. Donc là, on a un petit module qui permet d'aller créer mon segment, d'aller filtrer les données finalement selon un certain nombre de caractéristiques. Donc typiquement, si je voulais créer des segments sur la version linguistique, ce qu'on n'a pas fait encore ici, je pourrais le faire sur la base de l'URL, par exemple, en disant que toutes les URL qui commencent par un /fr font partie de la version française et tous les /en de la version en. Et du coup, après, je pourrais aller filtrer mes données pour n'avoir que les données relatives à la navigation sur la version fr ou la navigation en. Donc ça, c'est une petite différence par rapport à GA, mais finalement, avec cette histoire de segment, on arrive à s'y retrouver. Voilà globalement ce que je voulais vous montrer sur Matomo. Oui, je ne suis pas revenu dessus, mais il y a également
la notion d'événement qui peut être importante. Je ne sais plus où c'est là-dedans. Hop. C'est écrit en petit, donc j'ai du mal à m'y retrouver. Donc les événements qui permettent d'aller faire du tracking un peu plus détaillé. Enfin, nous, on a l'habitude de mettre en place des plans de marquage assez détaillés pour aller suivre tout un tas d'interactions sur les sites web, notamment sur les fichiers cités. Nos clients, on essaie d'aller traquer les clics sur tout ce qui est relatif à la prise de contact, ou parfois on cherche également à traquer l'utilisation de fonctionnels un peu précis. Par exemple, je ne sais pas, sur le listing SIT, vous avez un panneau de filtre, vous avez travaillé, etc. Et bref, nous, on met en place des plans de marquage pour aller examiner globalement comment interagit l'internaute avec l'interface. Et du coup, on utilise pour ça les événements. Enfin, on utilisait pour ça les événements dans Google Analytics. Et on continue de le faire avec Matomo, sachant qu'il y a la même structuration. On est sur des notions de catégories d'événements qui regroupent un ensemble d'événements et qui ensuite des actions d'événements et des noms d'événements. Donc ça, là-dessus, on peut continuer à fonctionner exactement de la même façon que ce qu'on a l'habitude de faire avec Google Analytics dans sa version 3. Par contre, dans la version 4, les événements, ça change complètement sur Google Analytics. Voilà ce que je voulais vous montrer. Ah oui, un plugin là qu'on a installé pour mon client. Donc on est sur un client qui a un prestataire de parking en région parisienne, et globalement, un des objectifs principaux du site, c'est de pousser les gens à s'abonner. À un parking. Et du coup, on a installé un plugin Funnel qui permet d'aller mesurer le tunnel d'abonnement, enfin, d'essayer d'observer le comportement des internautes quand ils arrivent sur une fiche parking. Donc une fiche parking, c'est un peu l'équivalent d'une fiche à citer, et regarder comment ils rentrent sur le funnel, donc sur le formulaire d'abonnement, qui est un formulaire en plusieurs étapes. Et après, on peut voir exactement à quel moment les gens, est-ce que les gens vont en bout, ou à quel moment, à quelle étape ils décrochent. Donc ça, c'est une configuration un peu spécifique. Alors là, je ne dois pas avoir beaucoup de... Ah oui, je suis sur les données d'hier. Je n'ai pas un set de données suffisamment important. Du coup, il n'y a pas grand-chose qui remonte. C'est pas très... Mais voilà. Mais ça, typiquement, c'est le cas de figure de l'utilisation d'un plugin. On voulait pouvoir suivre très précisément cette partie-là, la partie conversion au niveau des abonnements des parkings. Et du coup, on a installé un plugin. Sachant que les plugins, c'est pas forcément... Enfin, ça dépend des plugins, mais là, typiquement, on est sur un coût de licence, je crois que c'est une centaine d'euros par an, donc c'est pas forcément non plus trop onéreux. Mais bon, mais cette fonctionnalité de funnel, elle existe par défaut sur Google Analytics, et là, sur Matomo, on est obligé d'aller rajouter un petit quelque chose pour l'avoir, quoi. Hop, je vais retourner sur ma presse. Hop là. Et donc ensuite, je voulais ouvrir un petit peu et commencer par vous présenter un truc qui est assez important. Enfin, j'en ai parlé du coup un petit peu tout à l'heure. Mais sur la mise en place de Matomo, globalement, il y a deux grandes façons de mettre en place Matomo. Il y a Matomo Cloud, donc, qui est la solution clé en main de Matomo. Globalement, c'est ce qui se rapproche le plus de Google Analytics. C'est la façon la plus simple d'installer Matomo. Donc, il suffit d'aller sur le site de Matomo, de se créer un compte, de prendre une licence donc, qui est payante. Et ensuite, Matomo nous fournit un script qu'on peut rajouter sur notre site web. Ou en tout cas, on demande à une agence de le rajouter sur notre site web. Et c'est fini. Et Matomo tourne et on n'a plus rien à faire. Parfois même le script, on peut le rajouter selon vos sites web. Si vous êtes sur des WordPress par exemple, il y a des plugins qui existent pour gérer ça. Mais voilà, ça c'est vraiment le pendant de Google Analytics. C'est la façon la plus simple de l'installer. Par contre, il peut y avoir des coûts assez importants. Les coûts varient en fonction du volume de trafic. Plus vous avez des visiteurs sur votre site web, plus Matomo Cloud va vous coûter cher. Et du coup, nous, en général, sur des sites de destination à forte audience, on privilégie plutôt la seconde option, qui est la version auto-hébergée. Et donc là, globalement, Matomo est complètement gratuit. Par contre, il va falloir que vous l'installiez vous-même sur un serveur. Là-dessus, il y a deux façons d'appréhender la chose. Ça dépend un peu des agences. Soit on installe Matomo sur le même serveur que votre site web. Donc vous n'avez aucun surcoût, si ce n'est les coûts liés à l'installation. Mais Matomo est hébergé sur la même instance, sur le même serveur que votre site. Et du coup, ensuite, vous avez un script que vous injectez sur l'ensemble de vos pages et ça fonctionne comme pour Matomo Cloud, ça fonctionne tout seul. Mais nous, ce qu'on a plutôt tendance à préconiser, c'est d'installer Matomo sur un serveur dédié. Parce que quand on a des gros volumes, ça dépend après de l'audience de votre site web, mais quand on est sur un site avec des audiences assez importantes, Matomo est quand même assez consommateur en termes de ressources serveurs.
Du coup, on préfère dissocier quand même l'installation du site web de l'installation de Matomo. Donc ça, c'est un point un peu technique. Mais bon, en tout cas, sachez qu'il y a les deux façons de faire. L'intérêt du Matomo Cloud, c'est que c'est très simple. Ça peut convenir pour tout un tas de sites web avec des volumes de trafic qui ne sont pas trop importants. Et après, il y a la version un peu plus avancée où vous installez vous-même Matomo sur un serveur, ou vous faites installer Matomo sur un serveur. Donc ça va être un peu plus compliqué à mettre en place. Mais par contre, après, vous êtes complètement autonome. C'est-à-dire que si demain Matomo arrête de fonctionner pour une raison X ou Y, ça m'étonnerait vu qu'en ce moment, ils sont plutôt en train d'exploser. Mais bon, on ne sait jamais. Vous pourrez, vous, continuer à utiliser Matomo malgré tout. Ensuite, je voulais vous parler d'un point important, c'est que Matomo, c'est donc un outil qui permet de faire de la collecte statistique, qui a des avantages. On l'a vu tout à l'heure, l'interface peut paraître un peu austère, parfois ça bug un peu, notamment quand on manipule des sets de données importants. Et une façon de s'exonérer de ça, c'est de finalement utiliser Matomo uniquement pour la partie collecte statistique, mais toute la partie analyse, la déporter sur un outil tiers. Donc nous, ce qu'on propose à nos clients et ce qu'on met en place de plus en plus, c'est la mise en place d'une base tampon, ce qu'on a appelé un agrégateur de données. Donc on va aller récupérer la donnée de Matomo au travers des API qui sont mises à disposition par Matomo. On va aller interroger la base, par exemple, tous les jours, au milieu de la nuit, on interroge la base, on récupère les données. Et donc ça vient enrichir notre base tampon. On en profite pour aller récupérer des données d'autres services, comme par exemple la Google Search Console ou Facebook Insight, enfin qu'importe, après ça dépend de vos besoins. Et donc on agrège l'ensemble de ces données sur une base tampon, une base qui vous est propre. Et sur la base de cette base tampon, on construit des tableaux de bord sur mesure. Donc pour que ça soit un peu plus concret pour vous, hop, là c'est des tableaux de bord qui ensuite ressemblent à ça. Globalement, là, du coup, j'ai l'impression qu'on voit vraiment pas grand-chose, que c'est tout pixelisé. Mais globalement, ça permet de construire des tableaux de bord sur mesure en fonction de vos besoins. L'idée, c'est de vous faciliter l'accès à la donnée et puis de faciliter l'accès à la donnée selon le type d'utilisateur final. Par exemple, on peut faire des tableaux de bord très synthétiques en faisant remonter uniquement des données clés qui sont à destination des décideurs. On peut faire des tableaux de bord basés sur la partie contenu pour si vous avez des équipes de rédaction, par exemple, voilà, on va faire un tableau de bord et une page dédiée sur l'analyse de la performance des contenus. Si vous menez des campagnes, on peut faire des pages dédiées à la partie campagne. Bref, après, on fait un peu tout ce qu'on veut, en fait. Une fois qu'on a collecté la donnée et qu'on est maître de la donnée, nous, on utilise Google Data Studio, du coup, pour construire ces tableaux de bord. Mais on les construit vraiment comme on veut, quoi. Il n'y a plus du tout d'inconvénients. Enfin, tout à l'heure, on a vu que sur Matomo, parfois, on était limité pour faire certains trucs. Là, ce n'est pas du tout le cas. Là, on fait à peu près tout ce qu'on veut. Ensuite, je vous ai beaucoup parlé de Matomo, mais il y a d'autres outils qui sont RGPD compliant par défaut. En tout, la CNIL en a listé 19. Donc, moi, je ne les connais pas tous, j'en ai mis quelques-uns ici. Souvent, on entend parler de Piwik, qui est un des concurrents, enfin, en tout cas, moi, c'est l'outil dont j'entends le plus parler à côté de Matomo. Il faut savoir que Piwik et Matomo, à la base, c'était le même projet. Et à un moment donné, il y a quelques années, ça s'est splitté en deux branches différentes. Piwik, ils n'ont pas de formule gratuite. Il me semble que c'est que de la formule payante. Mais voilà, a priori, ça fonctionne assez bien et ça fait à peu près la même chose que Matomo. Et voilà. Puis après, il y a tout un tas de concurrents, d'autres outils qui sûrement fonctionnent très bien. Mais bon, on n'a pas forcément eu le temps de s'intéresser à tous les outils et de faire un bench exhaustif. Donc, ça a emparé de Matomo. On a vu que ça fonctionnait bien, qu'il y avait énormément de monde qui se mettait à l'utiliser. Du coup, nous, on a priorisé, on a centré nos efforts sur cet outil. Donc voilà, donc si vous voulez aller voir, pareil, je vous ai mis un petit QR code, je ne sais pas si ça fonctionne, mais si vous tapez sur Google outil RGPD compliant CNIL, je pense que vous allez tomber dessus. Et enfin, je ne me rends pas compte du timing, j'ai l'impression d'avoir parlé très vite, mais je pense qu'on est pas mal. Je voulais finir en vous reparlant de Google, parce que Google, c'est quand même une boîte énorme. Et à mon avis, ils sont en train de voir de plus en plus d'entreprises qui fuient et qui utilisent d'autres outils pour faire de la collecte statistique, ce qui doit les embêter un peu parce que jusqu'à très récemment, ils voyaient globalement tout ce qui se passait sur le web. Là, d'un seul coup, ils voient qu'il y a des gens, suite à la mise en application du RGPD, qui décident d'utiliser d'autres outils. Quelle drôle d'idée de sortir du spectre de Google. Et du coup, Google a réagi. Il a affirmé, l'entreprise a affirmé à nombreuses reprises de
sa volonté de proposer un outil RGPD compliant. Je vous l'ai dit tout à l'heure très rapidement, mais il y a une grosse mise à jour en cours au niveau de Google Analytics. On est en train de passer de la version 3 à la version 4. La version 4 intègre tout un tas de notions et se met en conformité vis-à-vis du RGPD sur tout un tas de points. Malgré tout, il y a un point qui est bloquant et qui reste bloquant aujourd'hui. C'est le côté maîtrise de la donnée. En fait, Google Analytics, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil qui est gratuit. La contrepartie, c'est qu'eux, ils exploitent et ils sont propriétaires de la donnée. Et ça, là-dessus, pour l'instant, il n'y a pas de... A priori, ils ne sont pas prêts à s'asseoir dessus. Il y a également un second point, d'ailleurs, c'est l'hébergement des données, pour l'instant, est tout le temps, enfin, systématiquement fait aux USA. Et ça, pareil, c'est un point bloquant. Donc, a priori, ça bouge un peu toutes les semaines, tous les mois, cette histoire-là. Mais a priori, pour l'instant, Google n'est toujours pas RGPD compliant. Il y a des points qui les empêchent d'arriver à se mettre en conformité totale vis-à-vis du RGPD. Mais on peut s'attendre à ce que Google continue à faire des efforts pour, malgré tout, proposer un outil qui finisse par être accepté par les instances européennes. Et du coup, là, on pourra se reposer la question potentiellement de repasser sur Google. D'ailleurs, nous, nos clients, en général, on les encourage à installer Matomo, mais malgré tout, on continue d'installer Google Analytics en parallèle. On fait tourner en général les deux outils en parallèle, parce que l'historique de données qu'on a collecté au fil des années sur Google Analytics, il est très précieux. Ce serait dommage de le perdre. Du coup, nous, pour l'instant, on priorise, on parallélise l'installation des deux outils. Voilà, globalement, ce que j'avais à vous dire par rapport à Matomo aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci. Est-ce que vous avez constaté des différences de nombre de visites entre les deux outils Analytics? Parce que moi, j'avais un partenaire qui m'avait remonté l'info que sur Matomo, on avait beaucoup plus de visiteurs, de 10 à 20% de plus que Google Analytics. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que concrètement vous avez déjà constaté sur plusieurs sites? Alors on a mené une phase d'expérimentation, on a installé un Matomo en parallèle d'un Google Analytics, donc en injectant les deux scripts sans attendre d'obtenir le consentement de l'internaute, ce qui du coup n'était pas en règle vis-à-vis de la RGPD. En effet, il y a un écart entre les deux. Alors nous, on était plus de l'ordre de 10%, enfin c'était vraiment pas très... assez proche de 10%. Mais oui, Matomo, il y avait en effet, en termes de pages vues, de sessions, etc., c'était un peu plus... Mais bon, mais ça, on est sur deux outils différents avec une façon de collecter la donnée qui est pas tout à fait similaire malgré tout, malgré les similitudes que je vous ai présentées. Et du coup, c'est l'analyse stat, quoi. Mais à la rigueur, c'est pas très grave. En fait, l'important quand on fait de l'analyse stat, c'est de comparer des choses comparables. Du coup, il y a un moment quand vous allez switcher sur Matomo, en effet, et que vous allez comparer du coup vos stats Matomo à des stats Google Analytics. Là, on peut être sur un exercice un peu périlleux et ça va pas forcément être très précis et voilà, ça va être dur de tirer des vraies conclusions de ça. Mais là, l'idée, c'est une fois que vous avez Matomo, de vous constituer un nouvel historique de données sur Matomo et du coup ensuite de comparer des données uniquement de Matomo, quoi. Nous, on évite de faire des comparaisons Matomo versus Google Analytics. Et quel est l'outil qui vous paraît avoir le chiffre le plus juste entre Matomo et Google Analytics? Non, ça c'est très dur c'est très dur il faudrait comparer par rapport à des log serveurs. On a des outils qui permettent de faire remonter des stats et qui se basent vraiment sur les connexions serveurs. Et du coup, c'est peut-être les outils qui donnent les stats les plus précises. Mais ça, nous, on n'a pas fait l'effort d'aller regarder. Ça ne nous a pas semblé. En fait, on était dans une période tellement compliquée en termes d'analyse stats parce qu'on s'est mis à mettre des bandeaux, des cookies. Du coup, on a perdu de la visibilité sur une grande partie du trafic. Du coup, finalement, on s'est dit on va partir sur Matomo. Maintenant, on fait confiance à cet outil, on mise dessus et nos analyses, on va les faire uniquement sur des données collectées par le biais de Matomo. Il y a d'autres questions? Tout au fond là-bas, ouais. Ça va te faire... Il faut que je vous retrouve dans la salle, donc levez bien le bras. Je voulais savoir, vous avez parlé d'acquisition et de... Je voulais savoir si au niveau des paramètres d'URL, on avait accès aux mêmes possibilités.
voyez, je pense aux UTM, là, Ouais. campagne, source, trafic, enfin... Alors les UTM par défaut, elles ne sont pas interprétées par Matomo. Par contre, il y a un plugin qui pour le coup est gratuit en plus, qui permet de les interpréter. Donc, quand vous installez Matomo, je vous conseille d'installer impérativement cet outil si vous avez l'habitude d'exploiter des stats issues des UTM. Il s'appelle comment l'outil? C'est une bonne question. C'est un plugin, il faut taper plugin Matomo UTM et vous allez tomber dessus. Ok, merci. Précision pour Arnaud, vous le retrouvez sur le stand au milieu, donc si vous avez aussi plus de questions, n'hésitez pas à aller le voir dans la journée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous dites que vous utilisez Matomo et Google Analytics en parallèle, mais du coup, au niveau de la RGPD, est-ce qu'on ne se retrouve pas quand même coincé vu qu'on continue d'utiliser Google Analytics? Du coup, c'est une bonne question. J'ai peut-être pas été assez clair sur ce point-là. Je suis allé un peu vite. Mais Matomo, du coup, on va injecter le script de PageView par défaut. Donc, on l'injecte sans attendre le consentement de l'internaute. Par contre, Google Analytics, on attend d'obtenir un consentement. Du coup, on met les deux en parallèle. Mais forcément, là, pour le coup, on va avoir un delta en termes de collecte statistique énorme parce que Analytics ne verra ce qui se passe sur le site web qu'à partir du moment où l'internaute aura cliqué sur j'accepte les cookies. Ok, merci. D'autres questions? Ah, il y a un monsieur là-bas. Ah bah, vas-y. Priorité aux femmes. Bonjour. Quel est le coût de base quand on est sur le cloud, donc Matomo Cloud? Ça dépend vraiment du volume de trafic. Sur le site de Matomo, il me semble qu'il y a un petit calculateur où vous pouvez renseigner votre volume de trafic et il vous donne une estimation du coût. Ouais. Il vous donne une estimation du coût et après, si vous partez sur la version auto-hébergée, ça peut avoir un coût quasiment nul si vous l'hébergez si vous demandez à votre agence web par exemple de l'héberger sur le serveur de votre site. Il y a juste le coût de l'installation, mais après vous avez rien d'autre à payer. Donc voilà, donc il faut comparer les deux. Il y a un switch qui est possible si vous partez sur Matomo Cloud et que vous souhaitez ensuite changer et partir sur la version auto-hébergée. Il y a un switch qui est possible, on peut migrer les données de l'un vers l'autre. Pour le coup, nous on l'a fait. On l'a fait plusieurs fois, ça fonctionne assez bien. Et d'ailleurs, il y a un point que je ne vous ai pas précisé, mais Matomo permet également d'aller récupérer les données de Google Analytics 3 et de les intégrer sur Matomo. Alors ça, c'est une migration qui peut être un peu compliquée. Nous, on l'a tenté pour quelques-uns de nos clients et ça se passe plus ou moins bien. Mais voilà, en tout cas, il peut y avoir une récupération d'historique et ça, je vous encourage à essayer de le faire si vous le pouvez, parce que ça peut être intéressant malgré tout. On te fait marcher là, Sophie. C'est mon sport matinal. Bonjour, Sébastien Martin, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Alors moi, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un partage d'expérience, parce qu'effectivement, nous, on a un certain nombre de supports digitaux qu'on suit bien évidemment sur Analytics depuis de longues années, conçu maintenant sur Matomo. Et pour compléter en fait la présentation, puisqu'en fait vous avez beaucoup insisté sur le suivi de fréquentation des sites et moins sur la partie tracking de campagne. Et je pense que là, il y a une vraie différence entre les deux outils. Et nous, aujourd'hui, le constat que l'on fait, c'est on ne choisit pas l'un ou l'autre, mais on considère plutôt comme les deux plateformes comme étant des plateformes complémentaires sur lesquelles on va aller chercher de la donnée un peu différemment, avec une autre approche. Mais je crois que voilà, je me garderai bien de vous donner des conseils, mais nous, l'expérience qu'on fait, c'est de se dire on n'abandonne pas un outil au profit d'un autre, ne serait-ce que déjà, comme ça a été évoqué, pour garder un historique, parce que les modes de calcul sont un peu différents, il y a un delta de résultats, et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est pas tant finalement la modalité du calcul, mais c'est d'avoir l'historique pour appréhender une évolution dans un sens ou dans un autre. Donc moi j'ai tendance à dire garder toujours l'œil sur Analytics, et au niveau des campagnes, effectivement vous pouvez traquer
sur Matomo avec ses propres marqueurs. Matomo également est capable d'interpréter des UTM. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que sur Analytics, si vous menez des actions de type, je ne sais pas, Google Display par exemple, vous allez avoir bien évidemment, puisque vous récoltez de la donnée, vous allez avoir des possibilités dont vous allez vous couper si vous passez sur Matomo, c'est-à-dire recibler des audiences personnalisées qui correspondent à la fréquentation de vos sites, etc. Donc il faut y réfléchir à 2 fois. Ça, c'est la première chose. Et puis on se rend compte que dès que vous externalisez un certain nombre d'actions, et notamment quand il s'agit de campagnes digitales, on a encore beaucoup d'opérateurs et des agences qui vous accompagnent, qui sont sur le fonctionnement UTM. Donc réfléchissez aussi à ça. Si vous faites des actions mutualisées avec des partenaires, tout le monde n'est pas sur les plateformes Matomo. Donc il y a toute cette chaîne de suivi des performances des campagnes. Et là, c'est vrai que du coup, il y a une vraie différence entre les 2 outils, au-delà de la simple analyse de la fréquentation telle qu'on a pu le voir dans la présentation. Voilà, c'était juste un partage, mais parce que nous, c'est un vrai débat en interne. Voilà, on se pose des questions, on a voulu tester les 2 plateformes, et pour le moment, on considère qu'on va garder les 2. C'est un bon point. En effet, je ne l'ai pas précisé, mais nous, on continue également à préconiser l'installation de Google Analytics, ne serait-ce que pour ça, pour pouvoir faire le lien avec les campagnes Google Ads. Google a cette chance de proposer tellement d'outils qui sont interconnectés entre eux que finalement, c'est dur de se passer de Google Analytics. Il y a d'autres questions ? Non, c'est tout bon. N'hésitez pas, si jamais, comme le disait Sophie, à passer nous voir sur notre stand. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez aller plus loin sur certains petits trucs, voilà, je serais content de répondre à vos questions. Merci. Merci à tous et merci à Arnaud.